la majorité de nos adhérents, de nos fidèles spectateurs vous connaissent, d'autres vous découvrent. C'est le but de la soirée. Donc, comme à l'accoutumée, j'aime bien présenter l'auteur. Je remercie aussi Simon qui continue d'animer ces soirées. Merci à toi d'être là et Angela Souline qui est par là et qui permet à chaque fois ces rencontres. Donc, Monsieur Bouis, ce soir, vous venez nous présenter Pur Sang, paru aux éditions Phébus au mois d'avril dernier. Premier roman d'une trilogie des aventures d'Élias. Il s'agit à nouveau d'une plongée dans le secret et la violence qui ont précédé la naissance de ce personnage. Du Montana au Limousin, il y est question de filiation trouble, de perversion, de symbiose avec la nature et les animaux, comme souvent dans vos ouvrages. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes un autodidacte et vous vous lancez, je crois, dans l'écriture en 2004. Depuis, votre œuvre littéraire vous a fait remporter plusieurs récompenses. Vous entrez aux éditions Albin Michel en 2020 et recevez le prix Jean Giono pour Buveur de vent. Et le prix Averne en 2023 pour votre roman Réflexion sur le processus créatif de l'écrivain avec L'homme peuplé, paru l'année précédente, toujours chez Albin Michel. N'oublions pas Né d'aucune femme, un roman fort, poignant, paru en 2019 aux éditions La Manufacture de Livres qui vous a dévoilé au grand public. Précédemment, il y a eu aussi Glaise en 2017 aux éditions La Manufacture de Livres, Orpheline aux éditions Moisson Noire en 2020. Vous êtes donc auteur de romans et également scénariste de BD. Je voudrais citer celle co-signée Été brûlant à Saint-Hilaire, une comédie campagnarde dans la France du général de Gaulle, que nous avons à la Bédithèque. Donc vous êtes indéniablement un explorateur de l'âme humaine et vous nous livrez des histoires intenses dont la construction narrative nous emporte très vite dès les premières pages aux quatre coins de vos personnages, qui crée ensuite l'atmosphère d'étrangeté et de grands frissons qu'on peut connaître de vous. Voilà, je dirais un talent de conteur qui vous est propre, une écriture sombre, onirique, poétique aussi, très singulière, se trouve à la croisée des chemins, parce qu'on aime bien quand même étiqueter un petit peu. Je sais que vous ne voulez pas du tout qu'on dise polar, c'est pas polar. Entre le roman rural, le roman noir, vous dites également le western, le conte initiatique. Voilà, donc Monsieur Bouis, êtes-vous un écrivain sorcier ? On va voir, c'est la première question posée. Dans quelle dimension vous projetez-vous pour écrire ? C'est celle que je voulais vous poser. Voilà, une plume très habitée, je dirais, qui semble toujours courir sans préméditation. Vous allez nous raconter, en faisant appel peut-être à ce qu'il y a de plus instinctif en nous. Voilà, merci par avance. On a dit 50 minutes et puis après quelques questions avec le public et la dédicace. Merci beaucoup, je vous souhaite de passer un bon moment. Merci à vous tous. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Franck Bouis. Ici, donc, l'histoire commence dans le Montana, aux États-Unis, qui est votre terre finalement, avec le Massif central. D'où vous vient cette attirance pour l'Amérique ? Bonsoir. Elle est mythologique, cette attirance pour l'Amérique. C'est autant une terre de conquête que de révolte. Je l'ai d'abord découvert avec l'histoire des Indiens d'Amérique, c'est-à-dire avec les photographies d'Edward Sheriff Curtis, avec tout ce que j'ai pu regarder comme western quand j'étais gamin aussi, le mauvais rôle qu'on donnait aux Indiens, tout ça. Il y a eu ce truc-là de rétablir un petit peu la vérité. Et ensuite, la littérature. Voilà. Quand je découvre la littérature américaine du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle,
notamment la littérature américaine sudiste, parce qu'il y a quand même un mystère il faudrait écrire une thèse là-dessus. Tous les grands romanciers américains du début du XXe siècle sont sudistes. C'est-à-dire que ce sont des perdants. Perdants de la guerre de sécession. Faulkner, Thomas Wolfe, Shelby Foote, Flannery O'Connor, Hemingway, enfin, tous, ils sont tous sudistes. Comme si voilà, il y avait quelque chose pas à régler, mais en tout cas quelque chose qui faisait littérature à partir de cette défaite-là. Et oui, quand je découvre William Faulkner, je découvre le génie absolu de la littérature, à mon sens, après Shakespeare. Enfin, après Shakespeare, chronologiquement. Hein, celui d'Absalom, Absalom, par exemple. Absalom, c'est le roman total. Parce qu'on nous vend Autant en emporte le vent comme le grand roman sudiste. Non, non. C'est le roman du Sud romantique, etc. Avec, bien sûr, une tragédie. Et le grand roman du Sud, c'est Absalom. C'est-à-dire les véritables relations entre les Noirs qui devenaient plus que les petits Blancs, et puis l'aristocratie qui disparaissait. C'est absolument prodigieux. Et les relations comme ça de filiation dont on parle très peu. Là, vous savez comment Faulkner avait présenté le roman à son éditeur? J'ai trouvé ça magnifique. Ça peut vous donner envie de le lire si vous ne l'avez pas lu. Il a dit, parce qu'il avait dit, mais résume-moi, je crois qu'il le tutoyait, ton livre. C'est l'histoire d'un homme qui voulait un fils et il en eut tant qu'il le tuèrent. C'est pas mal, hein, comme début de bouquin, comme pitch. Donc oui, l'Amérique, avec toutes ses contradictions, quoi, c'est quelque chose de... Mais n'empêche que, voilà, mon grand choc littéraire, le grand choc littéraire après les feuilletonistes du 19e, après Hugo, après Dumas, c'était les Américains, vraiment. Alors, comme le disait Françoise, il est question donc, de filiation trouble, ce qui est un élément qui revient souvent dans vos romans, en fait. Hein, ce malaise dans la filiation. Dans L'homme peuplé, c'était le cas aussi. Le précédent roman, on découvre tard qui est le père du héros. Qu'est-ce qui vous rattache à ça, alors, finalement il paraît que toute œuvre artistique... provient d'une ou deux obsessions de l'enfance. Je crois que c'est pas très compliqué d'identifier les miennes. Alors d'où ça vient? Si j'avais envie de me soigner, de faire une thérapie, j'arrêterais d'écrire des livres. Je ferais autre chose. La littérature n'est pas faite pour soigner. Mais en tout cas, c'est l'histoire de... Je sais pas pourquoi. Ces flashs émotionnels qui président systématiquement au début d'un roman déclinent vers ces obsessions-là. L'image inaugurale, vous voulez dire? Comment? Votre image inaugurale du début? Oui. Pas que j'ai vécu, moi, des choses horribles. Hein. J'ai une enfance... Qu'est-ce que ça veut dire une enfance heureuse? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai été choyé, Oui. Sauf que je viens d'un monde où on ne transmet pas les émotions. On ne les transmet pas. Parfois, ça saute les générations, c'est-à-dire que c'est les grands-parents, ma grand-mère, par exemple. Mais sinon, la seule valeur d'ajustement, c'est le travail. C'est ce que vous êtes capable de faire et de montrer aux autres. Et quand vous êtes un gamin sur lequel ça glisse, comme sur l'eau sur les plumes d'un canard, ça va. Sauf que moi, mes plumes, elles étaient perméables. Et je m'imprégnais de tout ça, de ces non-émotions. Je m'imprégnais de ce que je ne comprenais pas. Et j'essayais de comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est gamin et quand on a cette sensibilité-là? On s'imprègne de tout ce qu'on ne comprend pas. Et un jour, j'imagine que ça devient une obsession. Voilà comment ça marche. Alors, vous avez écrit un cycle qui s'appelle le cycle du mal, sur de plusieurs romans. J'ai jamais identifié ça comme cycle du mal, moi. Mais on en est sorti, là, hein, du cycle du mal. Ça s'étendait Né d'aucune femme à...
À l'homme peuplé, c'est ça? Non. Non, ça partait de Grossir le ciel et Plateau, Glaise, et puis Né d'aucune femme. D'accord. Mais rien de prémédité. Hein. D'accord, ouais. C'était après que vous l'avez mis sous ce nom? Qu'est-ce qui définissait le cycle du mal? Pas moi, des journalistes, des éditeurs, mais pas moi. D'accord, mais ils ont raison. Okay. Après, ils avaient raison. C'est quelque chose, moi, que je n'avais pas du tout vu venir, en tout cas. Les femmes sont quasiment absentes de Grossir le ciel. Quasiment pas de femmes. Plateau, c'est une femme qui arrive dans un hameau et qui va bousculer l'ordre établi dans ce hameau. Glaise, les hommes s'en vont en août 14, les femmes prennent le pouvoir. Elles doivent survivre. Né d'aucune femme, c'est une gamine de 14 ans qui raconte son calvaire. Et à chaque fois, également... Elle est vendue par ses parents. Voilà, Grossir le ciel, il y a une espèce j'allais dire d'inauguration du mal, mais entre deux hommes. Plateau, il y a un chasseur. Glaise, on a une espèce d'ogre qui est plus qu'en devenir, qui est Valette, un type qui a eu la main broyée, qui ne peut pas partir à la guerre. Et on a le maître de forge dans Né d'aucune femme. Comme si, voilà, cette représentation de la femme et l'ogre montait une colline ou gravissait chacun la pente d'une montagne et arrivait à cette lutte finale qu'on pourrait considérer être comme Né d'aucune femme. Mais il y avait le tyran de Buveur de Vent qui s'appelle celui qui dirigeait. Oui, mais là on est vraiment dans quelque chose de mythique, là, c'est-à-dire dans la composition d'une société. Mais il est pas si... il n'a rien à voir avec l'ogre. On est plutôt dans un personnage qui veut tout posséder, qui veut fonder quelque chose. Et là, j'en reviens sûrement à ces grands personnages des écrivains américains du début du XXe siècle. Vous savez, il y a un type qui veut fonder quelque chose et qui échoue. Grosso modo, ça se passe toujours comme ça. Il arrive de nulle part, il fonde et il se trompe. Et donc, mon Joyce, c'est un peu ça. Il possède toute la vallée, il veut fonder quelque chose, et finalement, il va finir par échouer, lui aussi. Parce que toute construction humaine est vouée à disparaître. Alors, on va revenir sur cette idée d'image inaugurale. Donc, des Indiens qui tentent là de fuir l'armée d'Amérique, qui tombent comme des mouches les uns après les autres dans la neige. Il y a toujours cette image inaugurale, une image un peu forte, onirique, qui happe, et vous la suivez instinctivement à partir de là. C'est comme ça que vous commencez à écrire un livre? Oui, alors, pour Elias, la véritable scène inaugurale, c'est Papa Tulsa, Elias et le loup. Ah oui, la scène de télépathie. C'est la scène du loup. Quand il se retrouve face à face avec un loup et que Papa Tulsa lui explique qu'il ne faut pas bouger, etc., observer. Ce dont vous parliez tout à l'heure en introduction, cette espèce de symbiose, ce respect comme ça, ce respect shakespearien de la nature, où tout est au même niveau. Nous sommes aussi la nature, disait-il. Voilà. On l'a un petit peu oublié depuis quelque temps. Et puis il y avait cette obsession, ce truc-là, du génocide des Indiens d'Amérique, dont finalement les Américains, ils n'ont jamais digéré la guerre de sécession, mais alors les guerres indiennes, le génocide indien, pas de problème. Qui en parle? Bon, en quelques westerns aujourd'hui, on se met à en parler, mais pendant 100 ans, personne n'en a parlé. Alors que c'est quand même quelque chose d'assez terrible, quoi. Comment on peut éliminer comme ça totalement, entièrement une population, sa culture, quasiment totalement, en l'absorbant. Et donc j'ai voulu... Moi je suis allé aux États-Unis, j'ai vu les photos de Curtis, j'ai vu ce truc-là, ça c'est quelque chose qui me touche infiniment, c'est de témoigner de quelque chose aussi. Je crois que le rôle de l'écrivain aussi, c'est ça, c'est de témoigner de quelque chose qui disparaît. C'est peut-être ce que je fais aussi, moi, avec ce monde-là, justement. Au-delà de parler de romans rural, noirs, je sais pas, moi. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai pas la culture des frontières. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr. Hein. Par ma culture autodidacte aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de témoigner de ce monde qui disparaît.
Vous aviez Marianne Lafont, il n'y a pas très longtemps, elle parle des derniers Indiens. Moi j'ai un vieux tonton, c'est un Indien. Il a 90 ans. Voilà. C'est pas une personne, c'est un personnage. Je vous assure. Et ce qui est très drôle, je vous raconte une anecdote, il fait encore des marchés. Donc moi j'habite en Corrèze, et avec son petit camion, il va des fois en Haute-Corrèze, dans le Cantal, enfin, dans des endroits assez improbables. Et des fois je l'accompagne. Et il a toujours Grossir le ciel dans la poche de sa veste. Et parfois, alors je suis un peu l'attraction quand je vais dans un marché, parce qu'il rameute tout le monde. Des gens qui viennent faire signer des bouquins sur des caisses de pommes, et il sort le bouquin, il dit « Je suis dedans. Je suis dedans. » Voilà. Il a lu qu'un bouquin dans sa vie, c'est celui-là. Il a lu 2 fois. Et je lui ai jamais dit, bien sûr qu'il est dedans, il est partout, il est nulle part, il est dedans, effectivement. Et donc voilà, il restera ça. Et de même que Curtis, il a passé 25 ans de sa vie à photographier les Indiens d'Amérique, partout, il a sillonné les États-Unis jusqu'en Alaska, il reste ça. Voilà, il y a ce truc-là. Et moi, quand j'ai vu ces photos-là, eh bien, cette révolte, lui, qu'il a eue, parce que malgré la dignité de ces Indiens-là que l'on ressent sur les photos, ils sont tous en train de crever dans des réserves. Tous. Mais ils revêtaient leur parure, leur vêtement d'apparat, etc., de cérémonie, pour l'occasion. Et quand j'ai découvert cette histoire-là de ce qu'on a appelé la longue marche, parce que pour la première fois, un peuple, qui était le peuple des nez percés, les rêveurs, ils avaient été chassés d'Oregon, on les avait parqués dans une réserve, ils étaient au bord d'une rivière poissonneuse, etc. Et on les a, parce qu'il y avait des colons qui voulaient s'installer, il y avait de l'or, etc. On les a parqués dans une réserve. Et donc chef Joseph a pris son peuple et a voulu rejoindre Sitting Bull au Canada. Il a déjoué l'armée américaine pendant des milliers de kilomètres. Et ils se sont fait massacrer à 20 kilomètres. Et moi j'ai dit, ben ouais, mais la force du romancier, c'est de pouvoir contrarier le destin. Et j'ai imaginé qu'un petit groupe de nez percés s'était enfui, on avait protégé leur fuite, et ils s'étaient réfugiés dans une vallée du Montana que j'ai appelée Eden Creek. Vous l'avez inventé. Donc j'ai sauvé des nez percés à moi tout seul. Alors, il y a souvent ces tyrans qu'on retrouve dans vos livres, cette oppression institutionnelle. Vous parlez de Joyce, ou bien dans le Massif central. D'où vous vient cette idée-là des tyrans? Je pense que c'est une certaine idée de l'injustice. Mais ça, on le voit tous les jours, hein, quand on ne peut pas agir sur l'injustice. Ben, ça peut se régler avec l'art, avec la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de régler ses comptes à toute forme d'injustice et de révolte. Parce que ça vous ronge, quoi. Donc j'imagine qu'il y a un truc de cet ordre-là, quoi, je pense. Et alors vous vous focalisez toujours, il y a un animal en particulier, ici c'est le loup, donc vous parliez de cette scène inaugurale. Avant c'était la renarde dans L'Homme peuplé, où le personnage le sorcier danse autour, il faut une sorte de danse hypnotique pour pouvoir l'attraper. Là il s'agit du loup, donc il y a une sorte de télépathie avec le loup, il y a ce truc-là que vous partagez en même temps avec le lecteur. Il y a en même temps entre le narrateur et l'animal, et entre l'animal, le narrateur et l'auteur, et le lecteur finalement. Est-ce que c'est quelque chose de recherché? Ça rejoint le truc de s'imprégner comme ça d'émotions qui vous arrivent, et il se trouve que... C'est une des forces de votre texte. Il se trouve que j'en ai vu un, moi, l'an dernier. J'ai pas vu le loup, j'ai vu un loup. Juste à côté de chez moi, en Corrèze. Et j'avais toujours dit, j'aimerais revoir le loup avant de mourir, j'aimerais qu'il revienne, quoi. Et ça vous fait un sacré choc, hein. C'est un animal incomparable. Incomparable. Et après, c'est le truc, encore une fois, des croyances. Moi, on a tous fait peur avec le loup. Et vous avez déjà croisé le regard d'un loup?
Vous avez déjà croisé le regard d'un loup? Dans un parc, oui. Il y a un truc qui se passe, non? Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Comme avec un chien. Enfin, c'est encore plus grand qu'avec un chien, mais un chien, le regard d'un chien, il y a, je sais pas, en tout cas moi, il y a quelque chose qui me déplace, qui me décale en fait. Alors... Mais les animaux, pas tous les animaux, mais une guêpe m'a jamais fait cet effet-là, ni un bourdon. Mais ouais, le chien, le loup, le chat, je sais, il y a un truc qui nous ramène à notre, pas à notre part animale, mais à quelque chose qui nous ramène à une espèce d'humilité. Vous avez un élevage de bêtes vous-même? J'ai un élevage. Quelques moutons du moins, oui. Non, j'ai pas de moutons. Non, j'ai pas de moutons. Mais oui, j'ai chien, chat, j'ai des poules, j'ai des ânes. Bon. Et alors, vous parliez de décalage, le loup, c'est aussi le lien entre le Montana et la France, parce qu'on le retrouve, il y a comment s'appelle, le Clos du Loup, c'est ça qu'on retrouve en... La Croix du Loup. La Croix du Loup, c'est ça qu'on retrouve. Vous sillonnez la France, il y a des loups partout. Il y a des lieux dits avec des loups, il y en a partout. En général, c'est là où ils ont été tués. Chez moi, il y a la Croix du Loup, et il y a le Trou du Loup, enfin, il y a plein d'endroits comme ça. Ah, moi, il faut pas compter sur moi pour être d'une précision absolue dans les lieux dits. C'est-à-dire que je fais pas... C'est pour ça que vous inventez des lieux. Ben oui, c'est des lieux, par exemple, un lieu qui peut être chez moi, je vais le déplacer où je veux. Ça, c'est les leçons de Giono et de Nabokov. On s'en fout. On s'en fout totalement de savoir que la pierre est bien au bon endroit quand on passe par ce chemin-là, qu'on le décrit exactement. On s'en fout que la façade de l'église, on respecte la moindre pierre et le moindre touffe de mousse qu'il y a dessus. Par exemple, pour un peintre, on s'en fout. Un artiste, il n'est pas là pour vous montrer la réalité, vous y avez accès. Il est là pour vous amener dans sa vérité. C'est-à-dire, toute cette base de réel qui est traversée par une histoire, par une expérience, par des émotions, et qui amène quelqu'un à peindre des ciels comme Van Gogh, des jeunes comme Van Gogh, qui n'existent pas. Et pourquoi vous ressentez une telle émotion? Parce qu'il vous a soulevé de votre pesanteur d'humain et qu'il vous a amené dans sa dimension et parfois dans sa folie. Eh bien, l'art, c'est fait pour ça. C'est fait pour nous soulever. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et ça a un double avantage, c'est que ça nous fait oublier le temps. Ce sacré truc qui nous colle au sol. Moi, je ne connais pas d'autres activités humaines qui permettent aussi bien d'échapper au temps que l'art. Si vous en avez une autre, je veux bien la connaître. Alors, revenons un peu sur l'histoire. Elias arrive un moment en France, mais le père adoptif du héros, Elias, lui dit qu'il devra un jour visiter les hommes, la ville. Je cite, « Quelque chose t'appellera un jour et tu n'y pourras rien ». On sent l'influence là de Kipling, c'est dans cet appel la civilisation, finalement, dans le livre de la jungle. C'est une référence pour vous? Oui, alors c'est rien que des références qui sont... Ça s'appelle la civilisation. Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie, moi, autodidacte? Ben, j'ai ramassé des bribes comme ça, sans m'en rendre compte. Je dis souvent des pierres sur les bords des chemins, des pierres de Kipling. Très rare qu'on cite Kipling, merci. Très rare. J'ai ramassé souvent des pierres de London, de Faulkner, de Steinbeck, de Dostoïevski, peu importe, quoi. Et je bâtis ma maison avec les pierres des autres. Faulkner disait « Nous sommes des pilleurs de tombes ». Ça ne se réinvente pas, la littérature, hein. Ça ne se révolutionne pas. Mais on peut essayer
Merci du mot singulier tout à l'heure. On peut essayer de faire quelque chose qui tienne debout, avec son propre mortier, voilà, que ça tienne à peu près, que ça prenne pas trop l'eau, et que ce soit cohérent. Voilà. Donc Kipling, certainement, mais j'en ai absolument aucune conscience. Mais évidemment qu'il est là aussi pour... qu'il participe à articuler le chaos. Le chaos qui est cette espèce de fulgurance émotionnelle qui vous arrive à un moment donné et qui vous entraîne dans ce truc complètement inconscient et terrifiant qu'est l'écriture d'un livre. Parce que si on savait, et vous qui publiez bientôt un livre, vous le savez, quand on arrive au bout, parce que ça aussi, il faut arriver au bout de quelque chose, et quand on se rend compte de la somme de travail, d'absence au monde que représente l'écriture d'un livre, on se demande si ça vaut le coup des fois. Parce que non seulement on écrit quand on écrit, mais on écrit aussi quand on n'écrit pas. Et parfois, on vous le fait remarquer. Alors, quand Elias arrive en France, il est à la Croix du Loup, il se heurte à une certaine hostilité des gens du village qui sont énigmatiques et un peu dissuasifs. Les gens du coin qui n'aiment pas qu'on leur pose des questions, qui n'aiment pas le remuer et le passé. Il y a souvent cette mystérieuse hostilité dans vos livres. Dans La personne qui arrive, par exemple, c'était le cas dans L'homme peuplé aussi, quand Harry, le personnage d'écrivain, arrive dans ce village. Il pose des questions à la commerçante qui refuse un peu de répondre. Il y a toujours cet esprit-là. C'est ce que vous trouvez aussi dans le Massif central ou... Partout. L'étranger, c'est... En plus, quelqu'un qui fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir faire, comme écrire des livres, waouh, qui c'est ce type-là? Ou cette femme? C'est très perturbant. Mais oui, ce truc de l'étranger qui arrive. Vous savez, il y a ce magnifique livre de Robert Goulrich, je ne sais pas si vous avez lu, qui s'appelle « Arrive un vagabond ». Un type qui arrive dans une ville et dans une trousse, il a des couteaux. Des couteaux parfaitement bien aiguisés. J'aurais aimé avoir eu l'idée de commencer un livre comme ça, quoi. Tout ce qu'on peut imaginer. Bon, après, l'histoire va surprendre. On n'imagine pas forcément ce qui va se passer. Mais enfin, voilà, cette idée-là que quelqu'un arrive avec des outils, là en l'occurrence des couteaux, mais ça peut être un stylo, et en fait ça perturbe les gens. Ce type-là n'est pas comme nous. Non seulement il arrive d'ailleurs, mais en plus il n'est pas comme nous. Moi, pour apprivoiser, pourtant je suis revenu vivre là où je suis né, vraiment. Mais je me souviens, quand je retapais ma petite maison, j'ai un voisin que j'aidais de temps en temps, et puis on faisait le jardin ensemble, tout ça. Et pendant très longtemps, le matin, moi, c'est toujours dédié à l'écriture. Et pendant très longtemps, il me voyait dehors, en été, en train d'écrire le matin. Et c'est vrai que moi, je ne vois pas du tout ce qui se passe autour, je suis ailleurs complètement. Et un jour, il m'a dit, je te vois là passer, je te vois tous les matins là en passant. Mais ça a mis longtemps. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, j'écris. Il m'a dit, mais t'écris quoi? Je lui ai dit, j'écris des livres. Et là, il y a eu un blanc total. Total. Il est retourné dans son jardin et il ne m'a pas parlé pendant une semaine. Il ne m'a pas parlé pendant une semaine. Il a fallu que je descende l'aider à débiter un chêne pour que je redevienne quelqu'un de normal. J'ai compris que les livres, c'était pas un truc... à part la montagne, il lisait pas de livres. Donc ça avait mis de la distance entre nous. Et je lui ai expliqué que moi j'étais un artisan comme il avait pu l'être lui, que voilà. On a brisé la glace en tronçonnant ce chêne. Voilà. Alors on va ça rejoint l'idée de la valeur d'ajustement, le travail, ce que vous êtes capable de faire. Le reste, c'est du vent.
Bon là, contrairement à L'Homme peuplé, il n'y a pas vraiment de personnage d'écrivain, mais bon, c'est sur l'idée de l'hostilité. On sait d'où ça vient. Revenons un peu sur le pur sang. Il y a le château, celui des Montvert. Alors sans trop divulgacher ce qui se passe dans l'histoire, est-ce qu'on peut en dire quelques mots de ce château? C'est un petit château, c'est une chartreuse. C'est marrant, ça revient dans N'est d'aucune femme aussi. Ça c'est pareil, c'est un lieu qui existe, que j'ai débaptisé, mais c'est un lieu qui existe, que j'ai même faire une confidence, c'est que je ne savais absolument pas que j'écrirais un livre à l'époque, mais je suis allé dans un endroit paumé comme ça, où j'ai découvert un château où tous les volets étaient peints en rouge sang. Et il y avait un chien, un garde devant, il y avait un parc, on ne pouvait pas entrer, etc. C'était un truc très bizarre. Et il y avait un petit chemin qui longeait et une maison sur la droite. Et il y a un type qui est sorti et qui a parlé en anglais. John Gray est né comme ça. C'est-à-dire la première fois que j'avais entendu, c'était de l'anglais. Et quand j'ai écrit mon roman, Elias a été hébergé par un Écossais. Vous voyez, c'est-à-dire ce truc-là que j'avais vécu 15 ans auparavant, eh bien, c'est à coquiner comme ça, ce château, ces volets rouge sang, cette histoire du bœuf après, où le sang... J'imagine que tout ça, ça a été... vous savez, j'ai pas d'imagination, l'imagination c'est l'art de recomposer sa mémoire. Donc il s'est passé un truc comme ça, j'imagine. Moi je crois pas au... Je ne suis pas un écrivain à plan. Je ne sais pas faire ça. Faire un plan, savoir où je vais, etc. J'aurais l'impression après si je sais tout ce qui va se passer, pour moi ça n'a aucun intérêt. Comme d'aller au cinéma en connaissant l'histoire, la fin, etc. Donc je préfère me surprendre. Et en tout cas, je crois en tout cas que les livres sont déjà écrits. Les livres sont déjà écrits et qu'il y a une émotion inaugurale qui fait qu'il y a cette première phrase qui arrive là, voilà, et qui enclenche une espèce de machine infernale, mais qui vient de Kipling, qui vient du loup que j'avais croisé, qui vient de toutes les photos que j'ai vues à la Nouvelle-Orléans, voilà, de tous ces trucs-là, c'est-à-dire que je m'étais... C'est là où je m'étais suffisamment peuplé pour être capable de raconter l'histoire. À un moment donné, on est suffisamment peuplé, voire surpeuplé. Et c'est là où je parlais d'articuler le chaos, ouais, c'est ça, parce que tous ces personnages qui vous arrivent là, Elias qui est arrivé, John Gray qui arrive, et puis les deux Montvert, etc. John Gray, voilà. L'Écossais, donc chez qui il loge. Chez qui il va loger, ouais. Voilà. Tout ça, après, il y a cette espèce de jaillissement comme ça au départ sur les cahiers qui est physique, qui se fait à la main, hein, qui se fait avec un stylo, du papier, etc. Et puis après, il y a l'artisanat qui est comment on articule tout ça, et comment on garde la musique des mots de bout en bout. Cette espèce comme un musicien qui, après avoir trouvé les harmonies, voilà, pose toutes les notes à leur place pour faire une symphonie si possible. Oui, alors vous ne faites pas de plans, c'est surtout des images qu'on retrouve, mais on est aussi souvent au seuil du surnaturel. C'est l'imagination qui travaille, c'est toujours sur le point de basculer dans le surnaturel, mais on peut toujours revenir. Surnaturel ? Oui, il y a quelque chose, on est toujours au seuil de ce qui peut être réaliste, qui est... ouais, après, oui. Dans L'Homme peuplé, c'est le cas. Il y a... Oui, mais dans L'Homme peuplé, c'est peut-être mon roman où tout est expliqué. Oui. Où là, on pense qu'il y a du surnaturel. On ne sait pas si c'est l'imagination. Oui, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait en permanence ? En permanence, on chante en permanence. C'est-à-dire que là, ben, vous êtes en train de m'écouter, si ça se trouve, oui, qu'est-ce que je vais faire ce week-end, qu'est-ce que je vais manger ce soir, etc. On est en permanence en train de faire ça.
il suffit de lire le dernier roman de Lobo Antunes, Dernière porte avant la nuit, voilà, il fait un truc prodigieux. Et il y a ce truc-là en permanence. Et alors, moi, je suis pas croyant, je suis pas pratiquant ni rien, mais j'ai eu une éducation religieuse. Et j'ai rencontré une personne formidable qui m'a fait le catéchisme, qui n'était pas du tout prosélyte, et qui m'a fait découvrir l'Ancien Testament, qui m'a fait découvrir comme ça. Et puis ma grand-mère qui n'était pas non plus pratiquante, mais qui avait le goût du sacré. Elle en a tellement bavé dans sa vie, veuve à 25 ans, dans un monde d'hommes, paysannes, hein, avec 2 gamins, 1 an, 11 ans. Et quand elle m'apprenait la vie, elle avait toujours le sourire. Et tout ce qu'elle voyait, elle essayait de le ramener à une forme de beauté, de sacré comme ça. C'est-à-dire que j'ai compris plus tard que pour endurer sa vie, elle avait besoin de quitter son enveloppe comme ça de dureté, parce que ça n'a pas été simple, même avec ses enfants, etc. Le petit homme qui veut devenir l'homme de la famille, tous ces trucs-là, cette redistribution des rôles, ça a été très compliqué. Mais moi, quand elle me parlait d'un arbre, qu'elle me le nommait, qu'elle s'extasiait devant une misbah qui s'était bien passée, etc., il y avait toujours ce truc-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une raison pour laquelle elle avait enduré autant de malheurs. Voilà. Et je pense qu'elle m'a transmis ce goût du sacré aussi, et peut-être un peu, ben oui, évidemment, parce que quand vous êtes dans la cour d'une ferme la nuit, assis sur un banc de pierre et que vous écoutez tous les chants, ben alors, a fortiori quand on est un écrivain parisien, il y a de quoi être surpris. Parce qu'en fait, moi quand j'arrive à Paris, j'entends du bruit. Mais quand on n'est pas habitué et qu'on arrive chez moi, on entend le moindre son. Et tout peut faire. Oui. C'est le cas de... jaillir le surnaturel, etc. Ouais. Le chant du crapaud accoucheur, qui est pour moi un des plus beaux chants que j'ai jamais entendu, je l'ai fait écouter à des gens, ils me disent mais c'est quoi ce truc quoi? On n'imagine pas du tout. Hein. Donc voilà, l'imaginaire en fait a plein de pistes d'envol comme ça, selon l'éducation qu'on a eue, etc. Alors dans Pur Sang, il y a le personnage aussi de Gray, un Écossais qui lui aussi a un passé trouble. C'est une autre intrigue, celle de Gray. Comment et pourquoi il est arrivé ici d'Écosse, finalement? Oui, ben, on est tous pleins de contradictions et d'histoires et de secrets. Il y a notre corps social, c'est-à-dire ce qu'on donne à voir pour vivre en société, etc. Mais qu'est-ce qu'on est compliqué? Qu'est-ce qu'on est plein de désirs refoulés, enfin en tout cas parfois de frustration, etc. Ce qu'on nous apprend à faire, ce qu'on ne veut pas raconter aux autres, ce qu'on n'est pas capable de raconter parce qu'on pense qu'on ne sera pas compris et que ce n'est même pas entendable. Et justement, la force, le salut de la littérature, de l'art en général, c'est de dire l'indicible. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sinon ça sert à quoi? Si c'est juste pour raconter l'histoire d'une hôtesse de l'air amoureuse d'un steward et que le commandant de bord n'est pas d'accord, non mais creuser un petit peu, pas pour essayer de comprendre ce qu'on est, mais pour se dire parfois qu'on n'est pas seul au monde. Et qu'il y a des gens qui sont capables de dire ce qu'on ressent, de l'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent et qu'on n'ose pas dire. Et je crois que c'est ça. De même que je parlais de Van Gogh tout à l'heure, j'aurais pu parler de Monet. Ce truc-là, comme ça, de nous amener dans quelque chose qu'on n'est pas capable d'exprimer.
Alors, il y a un parallélisme entre le destin de ces deux hommes, entre Gray et Elias. Et dans votre œuvre, il est question du double. C'est une clé de compréhension aussi de votre œuvre, comme dans L'homme peuplé. Il me semble que vous êtes un lecteur de Borges aussi. Ah oui, l'héroïne circulaire, c'est quand même quelque chose. Ouais. Oui, l'autre. Le rêveur qui s'aperçoit qu'il était le rêve d'un autre rêveur. Ça, je crois que c'est un peu... En même temps, c'est... Oui, Borges, il faut lire fiction. Il faut lire fiction de Borges, ouais. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Sinon que je suis un peu, toute proportion gardée. En fait, où est la vie dans tout ça? Où est la vie? Est-ce qu'elle est dans celui qui observe le rêveur? Dans celui qui rêve? Dans celui qui rêve qu'il est rêvé? Parfois, moi, je me demande où je suis, je vous assure. Et je ne sais pas si je suis très clair, mais je vais essayer de l'être. Oui. Je crois. Il y a ce truc-là qu'on nous vend beaucoup là, depuis pas mal de temps, c'est il faut être dans la vraie vie. Vivre l'instant présent. J'espère que c'est plutôt agréable. Hein, ce truc-là, vous y arrivez, vous? Vous y arrivez, vous? À être dans la vraie vie, dans l'instant présent. Vous savez ce que c'est? Moi, j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. Et parfois, je me sens 1000 fois plus vivant en vivant une émotion forte et en arrivant au bout d'une phrase qu'en étant avec des gens, par exemple, qui ne me sont rien, que je ne comprends pas. C'est peut-être pas politiquement correct ce que je vous dis, mais je pense que vous avez tous vécu ça. Vous vous dites à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et j'ose pas dire que j'ai pas envie d'être là. J'ose pas partir. Parce que ce qu'ils sont en train de me dire m'est insupportable. Parce qu'ils sont en train de me raconter, je peux pas leur dire que ce sont des abrutis. Parce que je suis pas du tout là-dedans et que j'ai envie d'être ailleurs et que j'ai envie de partager quelque chose avec d'autres personnes qui ne sont pas là. Mais je ne sais pas où elles sont, ces personnes-là. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. C'est Borges qui m'y a emmené. Mais il y a ce truc-là de, ouais, voilà, la vraie vie, le présent, le prêt-à-porter au bonheur, vous savez. Voilà. Je vais vous écrire un livre où vous allez être heureux. C'est-à-dire, il y a des recettes. Le marketing, développement personnel, un peu crétin, quoi. Appelez-le comme ça si vous voulez, par exemple, oui. Mais vous connaissez les recettes. S'il y avait des recettes, on le saurait, quoi. Je crois que pour... Non, rien, je crois pas d'ailleurs. Je crois, non. Tout, comme disaient des proches, comment il disait, la seule certitude que j'ai, c'est celle d'être dans le doute. Et autre citation magnifique de Jean Carmé, celui qui dit qu'il est arrivé, c'est qu'il n'allait pas bien loin. Voilà. Ça clôture bien, de Borges à Jean Carmé. Donc, tant qu'on est philosophe, je vais citer une phrase de Tursan, une maxime en quelque sorte. Donc, je crois qu'aucune histoire n'en vaut une autre, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une vague en tout homme et qu'elle est plus ou moins haute en fonction de chacun. Ça rejoint un peu l'idée. Vous êtes quel type de vague alors? Quel type de vague vous avez en vous? Eh ben, lisez-moi. C'est une idée que j'ai piquée à Conrad. Conrad qui dit ça. Il y a une vague en tout homme. Et ouais, tout homme, toute femme au sens général. On fait face toute notre vie à une vague. On se débrouille comme on peut avec, à pas se faire submerger justement. Mais oui, bien sûr qu'il y a une vague. Il y a une vague. Il y en a une seule. Il y a une seule vague. Alors une autre citation, je pense que si
où plusieurs dieux nous ont posés sur cette terre, c'est pour qu'on la bonifie, qu'on allume des feux dessus, rien de plus. Les hommes sont rien, la terre est tout, c'est la terre qui demeure, chacun à notre manière, on doit la rendre plus fertile. C'est donc ça l'existence. Ouais, alors ça c'est un vœu pieux. Vous l'avez piqué à qui celle-là? Non, à personne. non, ça c'est. Non, mais ce truc-là, enfin, je vois bien ce qu'on en fait de la. Et puis moi, c'est foutu d'avance, quoi. Mais ce que je sais, c'est qu'elle gagnera toujours à la fin, la Terre. Les hommes disparaîtront, la Terre demeurera. Peu importe. Mais quand je vois qu'on ne retient aucune leçon, quoi. Je trouve ça terrifiant, quoi. Quand je vois derrière chez moi toutes ces forêts qu'on abat, toutes ces haies qu'on abat, avec des machines, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là, quoi. Ça vous débite un arbre en 30 secondes. Donc ça veut dire que des sols qui ravinent, des friches qui repoussent sans aucune... avec des ronds, enfin, bon, bref, des oiseaux qui disparaissent, etc. Et je ne suis pas nostalgique, je ne me dis pas c'était mieux avant. Mais en tout cas, quand ils coupaient des arbres, ils replantaient. Ils en replantaient un sur deux. Voilà. Il y avait ce truc-là de penser que demain, ce n'était pas aujourd'hui. Et qu'il y aurait des générations derrière. Voilà. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. Donc, je ne suis pas nostalgique, mais je suis mélancolique. Ouais. Vous avez une anxiété écologique, vous pensez? Non, il y a toujours cette question écologique. J'ai pas une nature à être anxieux du tout, mais j'ai une nature à être révolté. Ce qui m'amène à parfois combattre justement ça. En tout cas, il y a une portée écologique dans vos livres, même si vous ne donnez pas de leçons, il faut faire ci, il faut faire ça, même si à un moment vous payez Greta Thunberg dans l'homme peuplé quand il la voit à la télé. Bon, mais il y a toujours cette dimension-là, les centrales qui polluent, les éoliennes, cette personne, ce tyran qui détourne les rivières d'un pauvre paysan. Il y a quand même cette dimension qui revient, quoi. Mais il n'y a pas de couleur politique dessus, ça c'est certain. Ah non, je défie quiconque de savoir d'avoir une consonance politique dans mes livres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que l'humain a toujours fait mieux en pire. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. On se rend compte aujourd'hui que les éoliennes, c'est une connerie, que dans peu de temps, on va se rendre compte que tout électrique, c'est une connerie. Mais pas grave, on y va tout droit. Voilà. On sait qu'il y a un mur au bout, mais on y va tout droit. Parce qu'on a dit qu'il fallait y aller, donc on y va. Ben, très bien, allons-y. Après, moi, j'ai pas de solution. Hein. J'ai pas de solution. J'aime pas les gens qui s'agitent. J'aime pas les hystéries collectives, ça c'est sûr. J'aime pas le. Voilà. Il y a peu de temps, je descends dans mon petit bled là-bas de la gare, c'est la gare d'Uzerche. Vous voyez, pas grand monde qui connaît la gare d'Uzerche. Et donc, je m'étais garé sur le parking et tous les pneus de SUV, vous connaissez ? Jolie gare. Tous les pneus de SUV étaient crevés par Extinction Rébellion. Je vois pas, je comprends pas. Je comprends pas ça. Je vois pas à quoi ça sert. Mais par contre, acheter un petit lopin de terre, cultiver, creuser pour trouver de l'eau, etc. Ouais. Ça, je trouve ça cohérent, mais percer des pneus ou dans une rue comme ça, où si ça se trouve dans la nuit, un enfant va être malade, il faudra le conduire aux urgences et les pneus seront crevés. Je comprends pas ça. Je déteste les hystéries collectives. Je déteste les mouvements de masse. Ça fait penser à l'instinct grégaire, quoi. C'est un truc. Et on sait où ça mène en plus. En tout cas, voilà, Pur Sang est un super roman, il faut le lire. Mais il n'y a aucune leçon. Il n'y a aucune leçon dans mes bouquins. Aucun jugement, aucune leçon. Non, on ne peut pas le comprendre avec des lunettes d'intellectuel, finalement. C'est pas. C'est quelque chose, c'est imprévisible. Non, mais je veux dire, quand on veut essayer de comprendre avec des grilles de compréhension intellectualisantes, on se casse la gueule, en fait. Enfin, c'est difficile d'écrire sur vous, il faut le dire. C'est compliqué d'écrire des articles sur vous. C'est très plaisant, mais vous êtes un des auteurs les plus complexes sur lesquels écrire, je trouve. Je prends ça comme un compliment. Vous savez ce que disait Giono ? Il disait « J'écris comme je suis, est-ce que je suis ? Je ne sais pas. » Alors j'écris.
Alors voilà, moi, je voudrais revenir quelques mots sur L'homme peuplé, dont on a déjà pas mal parlé, parce que voilà, c'est l'histoire d'un jeune écrivain, Harry, qui part s'isoler à la campagne pour trouver l'inspiration, alors que non loin, Caleb, éleveur de bêtes et sorcier, apparaît donc comme son double. C'est entre roman rural, conte noir, mais surtout le côté méditation sur l'écriture. Et vous parlez beaucoup de vous aussi dans ce livre. Quand on vous pose des questions sur votre méthode d'écriture, vos réponses, dont vous avez déjà donné tout à l'heure, donnent l'impression que rien n'est prémédité, que vous vous laissez guider par vos personnages. C'est eux qui vous guident finalement. Ah mais complètement, oui. Complètement. Il y a toujours un personnage qui apparaît dans une... Parce que vous parliez d'images tout à l'heure, mais écrire un livre, c'est faire apparaître des images. Mais des images qui ne sont pas, si possible, qui ne sont pas communes, quoi. Il faut une couleur particulière, il faut des teintes particulières, comme on a un grain de voix particulier, il faut que ce soit reconnaissable. Donc voilà, c'est comment on fait surgir des images avec des mots. C'est plus facile en peinture, mais on peut le faire en musique également. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pour ça que le réel est très trompeur, où on va vous raconter une histoire comment dire, chronologique, assez simple, où là en fait on vous donne tout. C'est-à-dire on sait comment les personnages sont habillés, combien ils mesurent, s'ils sont bruns, blonds, etc. Et puis vous avez des écrivains où vous découvrez les personnages petit à petit, les situations. Et c'est-à-dire que vous, en tant que lecteur, vous avez une part d'écrivain. Et vous imaginez comme ça, vous posez vos émotions, vous avez le temps de poser vos émotions sur apparemment des zones comme ça qui ne sont pas précisément narratives. Et si bien que quand vous en venez à discuter du livre avec d'autres lecteurs, vous dites « Ah, tu l'as vu comme ça ?»« Non, moi, j'ai pas vu ça, moi. » Ah oui. Alors que le colonel Moutarde, mort à 17h37 sur un tapis vert, assommé par la femme de chambre, voilà, vous savez tout. Non, les livres, comme ça, il y a des moments où l'émotion, la musique, précède le sens. C'est-à-dire vous déconnectez de ce qui est dit, parce qu'on vous le permet, et vous entrez, avec votre histoire, avec votre expérience, vos émotions, vous entrez dans le livre. Et je crois que les lecteurs ont un rôle fondamental dans l'évolution de la littérature. Vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose de... On a la littérature qu'on mérite. Et je me souviens de cette histoire-là que je raconte souvent de Marguerite Yourcenar, qui se retrouvait en signature, et il y a un lecteur qui lui dit je ne m'attendais pas à ça. Et elle est montée toute rouge, et elle s'est fâchée. Elle a dit, mais vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quelque chose en ouvrant mon livre? Vous savez, ce truc de dire, ouais, ah ben vous m'avez surpris là, je ne m'attendais pas à ça de vous, on ne s'attendait pas à ça de vous. Ben, pour moi, ce serait un compliment. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'écrire le même livre. On décline, on a bien compris qu'on décline les mêmes obsessions, grosso modo, mais on n'écrit pas le même livre. Et retrouver un auteur tous les ans, tous les 2 ans, parce qu'on sait qu'il va vous raconter la même histoire avec les mêmes types de personnages, mais quelle tristesse! Quelle tristesse! J'appelle ça un doudou, le doudou du soir. On sait qu'on va s'endormir avec, vous savez, ce truc-là. Moi j'ai eu 2 fils, je leur racontais tous les soirs la même histoire, et si vous vous gourez d'un mot, vous faites ramasser, quoi. Non, il dit pas ça, là, hein, Mowgli. Ok, d'accord. Donc non, il y a... Donc tout le monde a une responsabilité là-dedans. Les auteurs, les éditeurs, les libraires, les lecteurs, tout le monde a une responsabilité de faire ses pas de côté comme ça, et qui nous grandissent, bon sang. Mais alors dans ce livre, vous parlez pas d'angoisse, enfin en tout cas il n'y a pas d'angoisse de la page blanche, mais l'angoisse de la page noire finalement, de trop écrire, de trop...
Non, c'est pas exactement ça. C'est pas de trop écrire. L'angoisse de la page noire, c'est d'abord, je parle pas d'angoisse. Je dis qu'on parle beaucoup d'angoisse de la page blanche, mais c'est pas ça dont il faudrait avoir peur. C'est qu'au départ, c'est pas noircir du papier qui est compliqué. C'est à la portée de n'importe qui, noircir du papier. Raconter une histoire, ça s'apprend. En revanche, se nourrir, trouver sa famille. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. J'ai été un boulimique de lecture quand j'ai découvert Jules Verne, quand j'ai découvert Melville, etc. Et puis petit à petit, cette boulimie vous entraîne à noircir comme ça tout un imaginaire. Et après, il va falloir gratter cette page noire pour faire surgir comme ça des mots en blanc. Et votre propre voix sur cette page noire qui a déjà été imprégnée de toute l'encre de ces grands écrivains qui vous ont marqué. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce qui va rester? Ce petit alphabet qui, je l'espère, m'est propre. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je parle de la page noire. Et alors, pour finir, vous êtes plutôt de l'école de ceux qui pensent qu'on écrit seul, que ça ne s'apprend pas. Dans les ateliers, on parlait tout à l'heure, par exemple, des livres qui sentent l'atelier de nature writing. Pour vous, ça s'apprend seul? Ça dépend ce qu'on veut faire, oui. Ça dépend ce qu'on... on peut apprendre à écrire, ouais, évidemment. Ouais. Moi, jusque-là, et peut-être que ça changera un jour, tous les livres que j'ai écrits, je les portés. C'est peut-être la différence là. Et qu'à un moment donné, pour moi, écrire, c'est devenu pas quelque chose de vital. Hein. On peut très bien vivre sans écrire, hein. Mais une envie extraordinaire. Je ne pensais qu'à ça. C'est-à-dire, j'avais envie d'écrire. J'avais pas besoin d'écrire. J'avais envie d'écrire. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que je me nourrisse énormément. Et que l'école, la façon justement la seule manière de faire ressurgir tout ce dont je m'étais nourri, ce serait d'écrire à un moment donné, mais que pour cela, il faudrait que je n'arrête jamais, quoi. Jamais. Je comprends pas les gens qui, moi, j'arrête je lis pas ou non. Je comprends pas ça. Je comprends pas comment on peut ne pas lire. Et puis d'abord, il y a un truc. Je ne sais plus qui c'est qui a dit. Je crois que un écrivain sud-américain. Il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui se disent heureusement que celui-là. Ah non, c'est dommage que j'ai pas eu cette idée-là en lisant un livre. Et ceux qui disent « heureusement que j'ai pas eu cette idée-là ». Parce que celui il a écrit mieux que moi, que j'aurais pu l'écrire. Non, ça vous ramène toujours à une forme d'humilité. Et puis c'est comme ça, c'est en lisant qu'on apprend. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avoir une voix singulière. Il n'y a que comme ça. C'est pas en apprenant à écrire, ça j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Ouais. C'est un truc... et ça évolue après. Il y a toujours un déclic à un moment donné. Pendant très longtemps, moi, je dis toujours j'ai fait des gammes, justement parce que je me nourrissais, et j'essayais, comme un dessinateur, comme un peintre reproduit, un Picasso qui reproduit comme ça des toiles, très très bien. Hein. Et puis, je sais pas, et à un moment donné, il se passe un truc. Moi, je dis que j'ai trouvé la note à un moment donné. Il y a une note musicale, vraiment. C'était Vagabond. Une première phrase de Vagabond, et il s'est passé un truc. Et j'ai plus jamais écrit pareil. Bien, le désir, l'humilité, je crois que c'est les mots sur lesquels on restera pour cet entretien. Et je voudrais, avant de laisser la parole à Françoise, annoncer la sortie aussi, il me semble que ce sera en octobre, novembre, de votre livre Terre d'automne, un livre d'entretien avec Fabrice Lardreau, donc chez Artaud. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Françoise. C'est pas un roman, c'est un livre d'entretien. C'est un livre d'entretien. J'ai dit roman. Non, oui, c'est ça, oui. Non, très bien. Merci Franck.
Bien, merci beaucoup pour votre générosité. C'est bien de rentrer dans votre atelier avec beaucoup de transparence et de sincérité. C'est riche, merci. Non, mais je vais moi donner la parole au public. Avec le micro, c'est mieux. Voilà, vous levez la main. Il faut qu'un collègue prenne le second. Merci. La salle est grande. Oui, alors je pense qu'il est urgent de prendre son temps et que d'autre part, c'est primordial. Alors là, je parle de temps primordial. Vous n'entendez pas? Il est urgent de prendre son temps, d'accord. Il est primordial de prendre son temps. Quand je dis ça, c'est parce que quand vous disiez que le temps, c'est pas grand-chose. Ben moi, je trouve que si. Et je vais vous dire pourquoi.